Ouais. C'est très faible. Enfin, c'est un peu j'aime bien. Ouais. Si. Test, test, test. Allô, allô, ça va, bonjour. Vous êtes chaud? Ouais. Vous êtes chaud comme le climat? Climat, retraite, même combat, hein? Ah. Top. Ben, je crois qu'on va pouvoir y aller à la technique, là, parce que nous ne sommes pas seuls, hein. On est en retransmission live sur LinkedIn. Donc on sera peut-être des milliers, peut-être des millions même, à suivre cette super conférence avec Jean-Baptiste Fressoz. Alors, moi-même, je m'appelle Fabrice Bonifay, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues et je suis aussi le président du collège des directeurs développement durable, le C3D, qui rassemble à peu près 373 entreprises engagées pour la transition. On va voir si c'est vrai. Donc on organise cette conférence donc dans le cadre d'un partenariat qu'on a monté avec le C3D et Univers Shifté. Donc le C3D, depuis quelques mois, organise des conférences qu'on a nommées le sens et l'action. Le sens, on en a besoin pour redonner du sens au progrès. Et puis l'action, parce qu'il va falloir qu'on s'y mette vraiment. Et c'est la 5e conférence de ce cycle on fait une conférence à peu près tous les mois. Alors, si vous voulez poser des questions à Jean-Baptiste, on ne va pas prendre de questions dans la salle. Vous allez devoir utiliser le QR code là-haut, là, et vous allez poser vos questions sur votre smartphone, et on prendra les questions les plus likées à la fin. Comme ça permettra, on sera sûr que ce sera des questions qui attendent des réponses de la part de Jean-Baptiste à l'unanimité ou à la majorité qualifiée des gens qui sont présents dans cette salle. Alors, je ne vais pas présenter Jean-Baptiste parce qu'il va le faire tout seul comme un grand, et je reprendrai la parole après. Alors, Jean-Baptiste, who are you? Alors, donc merci d'abord pour l'invitation, merci à l'Univers Shifté, merci Fabrice pour organiser cette conférence, cette discussion. Donc, moi, je suis historien des sciences, des techniques, de l'environnement. Je suis chercheur au CNRS, j'enseigne à l'École nationale des ponts et chaussées. Je me suis intéressé à différentes choses au cours de ma carrière. J'avais écrit un premier livre sur l'histoire du risque et des pollutions pendant 18e, 19e siècle, en partant d'un constat tout simple, c'est qu'on a tendance à raconter le moment contemporain comme un grand moment de prise de conscience. La prise de conscience, c'est vraiment le cliché le plus répandu quand on parle d'environnement. On a l'impression que tout s'est passé depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on a pris conscience de la fragilité de la planète, des environnements, etc. Et en fait, quand on se plonge dans l'histoire, on voit à quel point c'est faux. Par exemple, au 18e jusqu'au milieu du 19e siècle, l'environnement est hyper important
plus important que pour nous maintenant, pour une raison assez simple, c'est que c'est un concept central en médecine. Ce qui fait qu'on va tomber malade dans cette salle, c'est pas qu'on soit refilé un virus, c'est plutôt qu'il y avait quelque chose dans l'air, dans les eaux, dans les lieux, qui nous a rendus malades collectivement. Et donc, dans ce cadre médical-là, la pollution, c'est considéré comme quelque chose de vraiment dangereux. Donc, dans les pétitions contre les usines fin 18e, début 19e siècle, vous avez des médecins qui disent « Non, mais si vous autorisez cette usine, vous allez créer des épidémies, voilà, dégénérescence de la population. » Donc, je ne vais pas m'étaler plus, mais en gros, ce que je voulais montrer, et dans d'autres livres, j'ai fait ça, j'explique en fait l'histoire de l'environnement, ce n'est pas l'histoire de la prise de conscience des problèmes, c'est plutôt comment on passe outre des problèmes qu'on connaît en fait relativement bien. Voilà. Donc ça, c'était une première étape de mes travaux. J'avais fait un autre livre sur le changement climatique avec un collègue qui s'appelle Fabien Locher. On montre aussi à quel point la question du changement climatique est centrale depuis au moins la fin du XVIIIe siècle. Évidemment, dans des sociétés au bord du seuil de subsistance, la question de l'évolution du climat, y compris pour des raisons anthropiques, on a trop coupé de forêt en gros, c'est ça la grande crainte, c'est des questions politiques centrales. Et puis plus récemment, j'ai publié un livre dont on va discuter cet après-midi sur la notion de transition énergétique, qui à mon avis a joué un rôle important de désinhibition face au changement climatique depuis la fin des années 70. C'est-à-dire, voilà, on est face à un changement climatique, bon, on va faire une transition énergétique. Et j'ai essayé de comprendre comment ça se fait que ce terme-là, cette idée-là, qu'on va entièrement changer toutes nos infrastructures énergétiques en quelques décennies, a pu autant se diffuser et s'imposer. D'ailleurs, le livre sera proposé à la dédicace de Jean-Baptiste après cette séance dans les locaux de la librairie éphémère à l'entrée du campus. Alors, petite introduction avant de te poser des questions à propos de ce livre. Alors, s'il y a un vocable de plus en plus utilisé en entreprise, en politique et dans les médias et dans les conversations du café du commerce, c'est bien le mot transition. Alors, j'ai essayé de chercher sur Google si la récurrence et la fréquence, je ne l'ai pas trouvé, mais enfin, il est quand même assez haut dans les hiérarchies des mots à la mode. Donc, la signification académique du mot transition, alors ça, je regarde dans le dictionnaire, signifie un passage d'un état à un autre, généralement lentement et graduellement. Donc, remis dans le contexte de l'urgence climatique, la transition signifie la démarche qu'il nous faudrait conduire pour passer d'une économie carbonée et extractiviste à une économie décarbonée et sobre en ressources. Dans la tête des croyants plus ou moins pratiquants de la transition énergétique, il s'agit de remplacer le mal par du bien. Et le mal, ce sont en premier lieu les vilaines énergies fossiles, 80% du mix mondial, que l'on souhaite substituer dans les 25 prochaines années par les gentilles énergies renouvelables, la page, parmi lesquelles certaines veulent y inclure l'énergie nucléaire qui, à date, représente seulement 2% de l'énergie finale consommée dans le monde. Alors si on écoute bien les décideurs politiques et économiques, la transition a commencé sans que l'on soit vraiment capable de dater précisément son point de départ, et pour cause. Nous allons y revenir tout de suite avec toi, ni même de mesurer son effectivité, car les GES mondiales continuent de se concentrer inexorablement dans l'atmosphère depuis près de 150 ans. Alors il existe un large consensus autour de la transition énergétique, dès lors qu'elle ne change rien en fait, aux fondamentaux du commerce mondial, comme le rappellent clairement les conclusions des travaux du groupe 3 du GIEC, ni même surtout aux objectifs de croissance des marchés financiers. Faut pas déconner quand même. On parle alors de croissance verte, voilà, que l'on va obtenir grâce aux énergies renouvelables, à la fusion nucléaire, à l'hydrogène vert, bleu, jaune, un peu toutes les couleurs, à la captation industrielle du carbone, au green tech, au smart tech, ou encore à la tech for good, à l'exploration minière spatiale, à la 6G, à la conquête de Mars, avril, mai, et sans doute juin un jour, et bien sûr, toutes les innovations en devenir du monde merveilleux des startups qui font le bonheur des visiteurs du CES de Las Vegas, à commencer par les taxis volants qui évitent du carbone parce qu'ils évoluent au-dessus des embouteillages, et les distributeurs de croquettes pour chats connectés qui permettent en effet de ne pas gaspiller bêtement de la nourriture fabriquée avec du gaz. C'est vrai, il faut reconnaître que c'est quand même un truc efficace. Sans oublier, bien sûr, la formidable IA, alors ça c'est vrai, dont on est sûr qu'elle va forcément contribuer à faire baisser de 10% par an, ce qui serait requis pour rester encore sous les 1,5 degré, les émissions de CO2 mondiales en absolu, sans effet rebond, sans conflit d'usage, rien que par la magie des algorithmes d'optimisation.
Bon, Jean-Baptiste. Je vais commencer par une question difficile. Hein. Selon toi, y a-t-il un point commun entre le Père Noël et la transition énergétique? Alors, je pense que les deux notions posent des problèmes scientifiques. Sérieux. Pour ce qui est du Père Noël, comme il y a des enfants dans la salle, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails de l'énergie cinétique qu'il faut pour livrer quelques milliards de cadeaux en une nuit. Mais ce qui me semble intéressant de la notion de transition énergétique, c'est que effectivement, en fait, c'est une notion qui est hyper centrale à la fois dans le discours des entreprises, dans le discours des gouvernements, et aussi dans le discours de l'expertise, alors que c'est une notion très étrange. Et moi, ce qui m'a intéressé, je suis d'abord historien, et je me suis intéressé, en fait, d'abord à raconter l'histoire de l'énergie par rapport à ce que je trouvais sur le marché de l'histoire de l'énergie, j'ai envie de dire. C'est d'abord ça que j'ai fait. Mais c'était aussi de comprendre la politique de l'histoire, le rôle de l'histoire dans ce caractère très naturel de cette notion de transition énergétique. Moi, c'est ça qui m'a fasciné. Et aussi, c'est d'écouter des hommes politiques qui devraient s'y connaître. Je pense à John Kerry, par exemple. John Kerry, il travaille sur ces questions depuis la fin des années 70. C'est vraiment un des premiers politiciens américains à s'intéresser à ça, dans les années en 84, si je me souviens bien, 86 plutôt. Il y a toute une pétition de sénateurs sur cette question du changement climatique. Donc vraiment, il connaît le sujet. Et ça n'empêche pas de dire, vous voyez, face au changement climatique, il faut faire une transition énergétique. Et la transition énergétique, c'est comme la première révolution industrielle. Et ça, pour un historien, c'est... Bon, le micro ne marche plus, je ne sais pas si c'est la CIA. Bon. Donc ça, c'est vraiment problématique de penser qu'en fait, ce qu'on doit faire, ça a des analogies historiques. Ça, c'est la première chose qui m'énerve. C'est qu'en fait, on a beaucoup nourri cette idée de transition énergétique dans le futur en disant, par le passé, on a fait des transitions et donc on va faire une nouvelle transition énergétique. Et ça, c'est vraiment, vraiment faux. Alors, c'est pas que John Kerry. Hein. Vous avez des gens qui ont fait leur carrière de conférenciers gourous de l'hydrogène. Par exemple, Jeremy Rifkin, qui dans les années 2000-2010 écrit des best-sellers en disant, voilà, on a fait une première révolution industrielle, c'était le charbon, une deuxième révolution industrielle, c'était le pétrole, une troisième révolution industrielle, c'est l'hydrogène. Mais c'est juste vraiment, vraiment faux comme histoire de l'énergie. C'est vraiment radicalement faux. Et voilà, Agnès Pannier-Runacher, notre ministre, ex-ministre de la transition énergétique, elle disait aussi ça, la transition énergétique, c'est la nouvelle révolution industrielle. Donc c'est vraiment un discours en fait, de galvanisateur, en fait, mais qui se trompe complètement dans notre compréhension des dynamiques passées. Voilà. Alors, selon toi, la courbe de diffusion des énergies, tu dis dans tes écrits, que ce soit solaire, éolien, enfin toutes les énergies, ne signifie en aucun cas la disparition des énergies fossiles. Voilà. Et il y a un mot qui est central dans ton bouquin, c'est le mot, ça marche, ça a l'air de marcher, tu parles souvent de symbiose des énergies. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement ce que tu entends par symbiose des énergies? Oui. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire de la prospective énergétique, il y a un modèle extrêmement influent qui s'est imposé, qui est celle de la diffusion en S des innovations. Vous avez tous en tête cette courbe logistique. Hein, ça va d'abord doucement, ensuite ça s'accélère, ça part en exponentielle, puis après ça s'infléchit vers une asymptote. Ce modèle-là, il est archi présent dans ce qu'on appelle le management de l'innovation. On étudie la diffusion de l'innovation. Et on a plaqué ce modèle-là pour réfléchir à la transition énergétique. Or, et c'est pas que, si vous voulez, il y a tout un champ académique qui s'est créé. Il y a un truc qui s'appelle les Transition Studies, où ils font ça de manière tout à fait routinière. Or, le problème, c'est que dans l'histoire, je ne dis pas que dans le futur, ça va être le cas, mais en tout cas, dans l'histoire, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe pour les énergies et les matières. Les énergies, les sources d'énergie primaires, elles sont autant en compétition qu'en symbiose. Je vous donne un exemple. La révolution industrielle, on l'a souvent raconté comme une transition énergétique du bois vers le charbon. Mais en fait, les pays industriels consomment de plus en plus de bois au XIXe siècle, y compris pour faire de l'énergie. Vous lisez des travaux en histoire de l'énergie sur la révolution industrielle anglaise, ils vous disent voilà, les Anglais ne consomment plus du tout de bois pour faire leur énergie à partir des années 1850. Et c'est vrai que les Anglais ne font plus de sidérurgie au bois, ou bien ne se chauffent quasiment plus au bois, ils utilisent du charbon. Mais c'est oublier le fait que ce charbon, il dépend entièrement du bois.
En 1900, l'Angleterre, elle utilise chaque année 4,5 millions de mètres cubes d'étai. Donc c'est du bois. Pour extraire du charbon. Les mines de charbon, c'est des immenses infrastructures souterraines. Les galeries sont soumises à la pression des roches environnantes. Donc tout ça consomme beaucoup de bois. À titre de comparaison, l'Angleterre en 1800 brûlait seulement 3,6 millions de mètres cubes de bois de feu. Vous voyez, c'est très bizarre de raconter ça comme une transition. En fait, quand on pense charbon, il faut tout de suite penser bois. Et ce que je dis sur l'Angleterre, ça vaut en fait pour tous les pays industriels où il y a des grandes mines. Hein, et ça vaut jusque dans les années 1960. Vous voyez. Donc en fait, le XXe siècle, le charbon dépend du bois. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas courant en histoire de l'énergie. C'est dire, en fait, le bois, ce n'est pas un facteur secondaire de la production énergétique des pays riches dans les années 1950-60. C'est essentiel. Sans bois, il y aurait très très peu de charbon et partant très peu de vapeur, très peu d'électricité, très peu d'acier, etc. etc. Moi, le genre de documents qui me fascinent sont des rapports de la CIA sur la Russie des années 60, en disant ils ont un goulet d'étranglement, c'est qu'ils n'ont pas assez développé leur industrie forestière, et donc il manque de bois d'œuvre pour boiser les galeries des mines d'Ukraine en particulier. Donc vraiment, il faut penser les matières premières et les énergies dans leur symbiose, autant que dans leur compétition. Et ce que je dis sur bois et charbon, ça marche aussi avec charbon et pétrole. C'est plus évident d'une certaine manière et plus connu. L'idée qu'il y aurait une transition du charbon vers le pétrole au XXe siècle, c'est vraiment trompeur, pour une raison assez simple, c'est que le pétrole, ça sert avant tout à faire avancer des voitures. Or, pour faire une voiture, il faut énormément de charbon. Dans les années 30, il fallait 7 tonnes de charbon pour faire une voiture. C'est à peu près autant en masse que le pétrole que cette voiture va utiliser dans toute sa durée d'existence. Et puis tout le pétrole, en fait, dépend de l'acier et donc du charbon, toute l'infrastructure pétrolière. L'industrie pétrolière est une énorme consommatrice de tubes en acier, des millions de kilomètres de tubes en acier. Moi, ce genre des chiffres... Tu peux parler des tonneaux aussi. Oui, ça c'est une autre symbiose entre bois et pétrole. Mais par exemple, dans les années 2000, l'industrie pétrolière américaine, uniquement pour ses tubes, pour extraire du pétrole, ça représente plus d'acier que toute l'économie américaine en 1900. Vous voyez, c'est quand je dis que c'est vraiment, il faut penser les énergies et les matières, non pas sous ce schéma trop simple de courbe en S où le nouveau remplace l'ancien, il faut penser ça comme une expansion symbiotique de toutes les matières et de toutes les énergies. Parce que ce que je dis pour la matière, en fait, ça, c'est vrai pour... ce que je dis pour les énergies, c'est vrai pour toutes les matières premières. Moi, ça qui me frappe, c'est on parle avec une légèreté incroyable de l'innovation comme solution aux problèmes climatiques et environnementaux. Mais le XXe siècle a été extraordinairement innovant. On a inventé une somme en particulier de produits chimiques de synthèse incroyables. Il n'empêche que les matières premières n'ont jamais décru. Au cours du XXe siècle, on consomme une plus grande variété de matières premières et chacune des matières premières est consommée en quantité croissante. On a quelques contre-exemples. Ils sont rares, déjà, premièrement. C'est la régulation. C'est de la régulation. L'interdiction de l'amiante, ça fait baisser, dans certains pays, ça fait baisser la consommation de l'amiante à l'échelle mondiale. Et il y a une matière qui a diminué sous phénomène d'obsolescence technologique, c'est la laine de mouton, grâce aux fibres synthétiques, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Voilà. Donc fondamentalement, vraiment, l'histoire matérielle de l'humanité, dans sa dynamique au 19e et 20e siècle, c'est une histoire d'accumulation. Et c'est ça qui me frappe, quoi. On a plaqué sur des problèmes de flux de matière, des raisonnements qui fonctionnent plus ou moins bien sur les techniques. On a confondu dynamique technologique et dynamique matérielle, alors que les deux n'ont strictement rien à voir. Je donne un dernier exemple, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous prenez l'éclairage, la production de lumière. Un secteur qui a été profondément révolutionné au XXe siècle grâce à l'électricité. L'électricité, les lampes à incandescence, remplacent les lampes à pétrole avec lesquelles tout le monde s'éclairait dans les années 1920-1930 dans le monde rural en France. Tout le monde avait des lampes à pétrole qu'on s'éclairait. Est-ce que ça veut dire que l'électricité a fait disparaître l'usage du pétrole pour la lumière? Mais alors pas du tout. Les seuls phares des voitures de nos jours, ça consomme plus de pétrole que l'économie mondiale en 1900 quand tout le monde s'éclairait, ou presque, quand on s'éclairait avec des lampes à pétrole. Donc vous voyez, on a une impression d'immense bascule technologique qui est réelle d'une certaine manière. Très grande révolution. Une fois encore, ce n'est pas du tout un argument technophobe que je défends dans mon livre. Ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'en fait, on n'a pas utilisé les bons modèles intellectuels pour penser les dynamiques matérielles et énergétiques. Alors, on a bien compris que la transition
n'existait pas vraiment dans les faits, parce qu'on n'avait pas une bonne lecture historique de cette symbiose des matières premières et de l'énergie. Mais le mot transition, le terme transition, même si on l'utilise beaucoup aujourd'hui du fait du changement climatique, en réalité, ça fait déjà pas mal d'années qu'on l'utilise. Il est né où et comment? Alors, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est transition énergétique, et pas transition avec tous les épithètes possibles et imaginables où on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Parce que ce dont je parle, c'est vraiment le passage d'une énergie à une autre, et c'est ça le sens premier de transition énergétique. De nos jours, il y a des gens qui disent « Ah non, mais la transition énergétique, ça inclut plein de sobriété ». Peut-être, mais objectivement, quand on dit transition énergétique, on insiste surtout quand même sur l'idée de basculer d'un système énergétique A vers un système énergétique B qui repose sur d'autres énergies. Donc cette idée de transition énergétique, je crois que la première chose à avoir en tête, c'est qu'elle est relativement récente. Pendant longtemps, on a eu des experts qui ont réfléchi à ces questions de dynamique énergétique, et ils n'employaient pas du tout ce terme. Ils voyaient bien que les choses s'empilaient. En gros, depuis les années 30, on représente, vous savez, ces graphes, on voit les mix énergétiques évoluer par pays ou à l'échelle mondiale. On commence à faire ça à partir des années 30. Donc les ingénieurs, les statisticiens qui voient ça, ils ne parlent pas de transition. Ils voient bien que le pétrole n'est pas en train de remplacer le charbon dans les années 30. Même si le charbon diminue aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Parce qu'on a eu l'électrification en particulier. Bon. Mais ils savent bien que ce n'est pas du tout le pétrole qui remplace le charbon, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, on envisage plutôt les dynamiques énergétiques comme, voilà, ce que je vous ai dit, un phénomène d'accumulation, d'expansion de toutes les énergies. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les futurologues. Les futurologues, dans les années 50, 60 et encore dans les années 70, début des années 70, ils n'envisagent pas le futur de l'énergie comme très différent du présent. Ils n'imaginent pas des immenses basculements. Ils voient plutôt que tout va croître. En gros, ils voient plutôt le futur énergétique comme un présent agrandi, pas du tout comme un futur très différent. Alors, l'idée de transition énergétique, elle change d'un groupe de scientifiques très précis qui sont des savants atomistes qui ont participé au projet Manhattan et qui sont aussi des néo-malthusiens. Ça, c'est vraiment important que ça soit à l'intersection des deux. Ce sont des Américains. Ils sont préoccupés par la croissance de la population et la croissance de la consommation des ressources et par la question de l'épuisement. Et ils sont confiants dans l'idée que l'atome va permettre de résoudre ce problème-là. Et c'est vraiment à l'intersection de ces deux milieux, des gens qui sont très préoccupés par l'épuisement du pétrole, du charbon, des ressources fossiles, et qui sont très optimistes sur la capacité du nucléaire à se diffuser à l'échelle mondiale, que naît l'idée de transition énergétique. Le premier à employer le terme, à ma connaissance, c'est un chimiste du projet Manhattan qui s'appelait Harrison Brown, qui emploie ce terme dans un livre sur le contrôle des naissances. Donc, vous voyez, pas forcément lié à l'énergie. Il recycle un terme de sa propre expertise. Transition énergétique, c'est d'abord un terme de physique atomique. Ça vient d'abord de là. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Il recycle ce terme-là pour parler du futur de l'énergie. Donc c'est vraiment... personne d'autre n'en parle, à part ce petit milieu précis. L'autre chose intéressante, qui n'est pas exactement liée au thème de la conférence, mais que je trouve quand même parlante, c'est que Harrison Brown, dès 1953, il travaille déjà sur la question du changement climatique. C'est-à-dire ces savants atomistes, ils ont été les premiers à étudier de manière très nouvelle la question du changement climatique. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont des spectrographes de masse, qui sont des instruments qui permettent de mesurer les proportions d'isotopes et donc de mesurer des paléotempératures et aussi avoir des datations. Donc ça leur permet d'étudier de manière très novatrice le cycle du carbone. Et puis l'autre raison, c'est qu'ils ont très bien compris que c'était un excellent argument pour défendre l'option nucléaire. L'Atomic Energy Commission américaine, dès 1953, dit il y a une question, c'est le changement climatique. Peut-être que la limite des fossiles, ça ne va pas être l'épuisement, ça va être la quantité de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère avant de transformer la Terre en fournaise. Voilà. Donc ça, vraiment très tôt, les savants atomistes ont joué un rôle gigantesque, en fait. Un, dans les savoirs, et deux, dans la montée de la question du changement climatique dans les arènes politiques américaines. Le premier président de l'Atomic Energy Commission, directeur plutôt, il s'appelle Carroll Wilson. C'est aussi lui qui organise la conférence de Genève de 1970, où on parle déjà de ces questions. Il a été moteur dans l'internationalisation de la question du changement climatique. Donc vraiment, il y a des... Si vous voulez, on peut re-raconter l'histoire de
de la politisation de la question du changement climatique comme une forme effectivement de lobby nucléaire. Ça a joué un rôle important. Ça n'empêche pas qu'ils ils étaient tombés juste, hein, c'est pas la question, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai ou quoi que ce soit. Mais il faut bien le mettre dans ce cadre-là, et ça explique aussi d'une certaine manière la réticence de certains acteurs à accepter ce constat. Dans les années, surtout après Three Mile Island, l'accident nucléaire américain, il y a des gens à l'ONU, etc., qui disent « Ah non, mais le changement climatique, c'est le dernier truc que les savants atomistes ont inventé, que les pro-atomes ont inventé pour nous refourguer des centrales nucléaires. » En disant « Mais c'est n'importe quoi. Ouais. » Donc ça a eu aussi cette fonction-là. C'est un peu à double tranchant, quoi, le fait que ce soit porté par des savants atomistes. Voilà, donc vraiment, la transition énergétique, au départ, c'est une futurologie assez cantonnée à ce milieu-là. Et un autre point clé, c'est que pour les premiers promoteurs de la transition nucléaire, la transition, elle aura lieu dans longtemps. Je crois que c'est ça, en fait, qui est vraiment très différent. C'est que la transition, elle aura lieu du fait de l'épuisement progressif des ressources fossiles. Et ça va aller doucement. Faut voir les travaux de Marion King Hubbert de 1956. Donc Marion King Hubbert, je pense que tout le monde a entendu parler de lui, c'est le théoricien du pic pétrolier aux États-Unis. Il travaille à la Shell, c'est un géologue très, très important, il a fait des découvertes importantes en géologie. Mais il faut savoir qu'en 1956, en fait, il est recruté par l'Atomic Energy Commission américaine, qui a très bien compris que cette affaire d'épuisement des fossiles était aussi un bon argument pour convaincre les institutions publiques américaines de financer le nucléaire civil. Et donc Marion King Hubbert, il voit la fin du pétrole américain vers 2020. Il était trop optimiste d'une certaine manière. Mais par contre, la fin de tous les fossiles dans le monde entier, elle aura lieu dans 3 ou 4 siècles. Et le vrai scandale, c'est qu'on a recyclé cette vision de la transition pour penser le changement climatique. Où la transition, elle ne doit pas avoir lieu en 3 ou 4 siècles, elle doit avoir lieu en 3 ou 4 décennies. Et en plus, il faut la faire advenir alors qu'il y a encore plein de fossiles. Donc on n'a même pas l'aiguillon de la raréfaction et de l'augmentation des prix. Et pour autant, on a recyclé une futurologie qui, une fois encore, est marginale, bizarre, hétérodoxe. Là, maintenant, ça paraît ultra mainstream, l'idée de transition énergétique. Relisez les travaux de n'importe quel expert de l'énergie des années 60, mais il trouve ça grotesque, absolument grotesque. Alors, je sais que tu n'aimes pas parler de solutions, parce que toi, tu es un historien, mais on va quand même parler un petit peu du groupe 3 du GIEC. Voilà. Vous savez qu'il y a 3 groupes dans le GIEC. Le premier parle de une physique du changement climatique, le deuxième sur les impacts, et puis le troisième, il est un peu hétérodoxe, hein. C'est des groupes sur les solutions. Alors il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger, mais quand même il y a une petite philosophie quand même derrière ce groupe 3 qui s'appuie en fait sur des théories comme quoi la transition énergétique, ça a déjà eu lieu et que ça peut continuer et ça peut s'accentuer et ça doit s'accentuer si on veut régler le problème climatique. Mais c'est quoi ton analyse ? Pourquoi le groupe 3 du GIEC qui après tout pourrait connaître un petit peu l'histoire et éviter de dire des conneries, pourquoi il continue de penser qu'il y a eu des transitions alors qu'il n'y en a jamais eu ? Alors c'est ce que je disais en introduction, où en fait, en gros, il y a le monde académique est maintenant drivé par les projets de recherche. C'est ça le but, c'est en gros, vous pouvez écrire des livres, c'est bien gentil, mais ce qui importe, c'est de récupérer des millions d'euros de différents projets de recherche. Vous êtes un historien ou sociologue des techniques dans les années 90-2000. C'est assez facile de récupérer des projets de recherche auprès de nos bailleurs de fonds en disant je suis le grand spécialiste des transitions du passé. Vous êtes un historien de la machine à vapeur au 19e siècle. C'est très ennuyeux. Vous dites ah non, je suis un historien de la transition énergétique. Là, d'un coup, c'est beaucoup plus sexy. Et donc, il y a tout un groupe de recherche qui s'est créé, qui s'appelle donc les Transition Studies, où ils ont joué ce jeu-là, en disant on est les experts des transitions du passé, on va expliquer au gouvernement, à l'Union européenne, comment faire une transition maintenant. Et si vous prenez les premiers travaux de ces Transition Studies, en fait, ils étudient des petits clichés de l'histoire des techniques, du genre le passage de la marine, de la voile à la vapeur. En disant, voilà, il y a eu une transition, on va vous expliquer comment ça s'est passé, pour, une fois encore, on a inféré tout plein de leçons. Bon, on sent que ça ne marche pas très bien quand même, cette affaire-là. Hein.
Parce que déjà, par exemple, de nos jours, il y a beaucoup plus de bateaux à voile que de bateaux à vapeur dans le monde, que je sache. Bon. Donc c'est sûr que c'est un petit cliché historique et donc, qui prend toute une importance considérable. Ça n'empêche pas que, je ne sais pas, le point fondamental, une fois encore, c'est l'histoire matérielle et énergétique. C'est ça qui importe. Vous voyez, c'est là où il y a eu cette confusion entre transition technologique et transition énergétique. Et effectivement, au début du dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a un chapitre qui joue sur cette ambiguïté, en disant les transitions par le passé, elles ont pris tant de temps, est-ce que ça peut aller plus vite ? Je ne sais pas si c'est la bonne manière de cadrer la question, quoi. Vous voyez, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est plus fondamental que ça, c'est qu'en gros, l'ensemble de la production des connaissances sur cette question, qui est tirée par cette demande sociale de trouver des solutions, ce n'est pas une surprise, elle est très solutionniste, plutôt optimiste, massivement optimiste, très clairement. Voilà. Donc, je pense que le monde scientifique, académique, en sciences sociales, en économie, n'a pas forcément joué un rôle très, très clair scientifiquement, quoi. Je comprends qu'il faille trouver des solutions, qu'on veut trouver des solutions, mais c'est important de décrire aussi les dynamiques réelles. Voilà. Et c'est vrai que vous lisez même y compris le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, c'est la première fois qu'il y a vraiment un chapitre, celui qui concerne le bâtiment, où on parle enfin sérieusement de sobriété. Et une des responsables de l'introduction de ce thème, c'est Yamina Saeb. Elle dit j'ai dû quand même me battre pas mal pour qu'on dise oui, pour émettre moins dans le bâtiment, il faut moins construire, quoi. C'est pas bien compliqué. Hein. Bon. Et le fait qu'il ait fallu attendre le 6e rapport pour que la sobriété prenne enfin un peu une importance, c'est quand même, je trouve, intéressant historiquement. Comme ça fait 30 ans qu'il réfléchit sur la question et c'est que seulement maintenant qu'on commence à parler sérieusement de ces questions. Je me suis amusé à faire des calculs, nombre d'occurrences des termes sur les 6 rapports. La chose qui ressemblait le plus à sobriété avant, c'est demand management, donc gestion de la demande. C'est microscopique. C'est vraiment, ça dépasse à peine, j'ai plus les chiffres en tête, mais sur mon graphe, ça dépasse à peine la barre du zéro. Par contre, vous avez tout plein de choses sur carbon dioxide removal. Donc, on va récupérer le CO2 de l'atmosphère et le mettre sous le sol. Dans le dernier rapport, je ne sais plus si c'est dans l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, donc je peux me tromper, il y avait tout un passage sur la fusion nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on en a à faire de la fusion nucléaire, objectivement ? Surtout qu'ils annoncent la fusion nucléaire commerciale pour 2050. Vous discutez avec des gens qui travaillent un petit peu dans le domaine, ils savent très bien que si en 2050 l'expérience ITER a fonctionné, on sera déjà content. Mais de là à avoir des réacteurs qu'on va industrialiser et vendre dans le monde entier, objectivement, il va encore s'écouler du temps. Donc oui, il y a un prisme technosolutionniste gigantesque. La question, en fait, c'était pas tant comment sauver le climat, c'est comment sauver l'économie, étant donné la contrainte climatique. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. On va rester sur ce thème pour continuer de vous donner le moral. En parlant du temps, j'ai adoré dans ce passage-là dans ton livre, le temps de diffusion des technologies. Donc là, les technologies, tu es d'accord, il y a eu des transitions technologiques, mais ce qui est intéressant, c'est voir ce temps de diffusion. Tu viens de donner un exemple avec la fusion nucléaire, qui est un paramètre important à prendre en compte dans la course contre la montre dans laquelle l'humanité est entrée pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'en fait, si on avait, tu le dis souvent dans tes interviews, si on avait 200 ans devant nous ou 300 ans, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le cas. Alors, compte tenu du temps qui nous reste, peut-on encore compter sur le déploiement de quoi que ce soit, de magique, pour nous sauver du péril climatique ? Et s'il y avait une technologie facile à déployer, ce serait quoi, d'après toi ? Alors, en fait, ce dont on profite maintenant, c'est le déploiement des panneaux solaires, principalement, qui jouent un rôle important dans la diminution du facteur de charge des centrales à charbon, ou au gaz d'ailleurs, dans les pays où l'électricité dépend de l'énergie fossile. Mais ça, ce sont des technologies, en fait, le panneau solaire, ça s'industrialise. Alors, c'est inventé dans les années 50, et ça commence à s'industrialiser dans les années 70, donc aux États-Unis. Et ça a vraiment baissé drastiquement. Les coûts ont vraiment baissé drastiquement il y a 15 ans, depuis 15 ans. Voilà. Donc ça fait partie des technologies qui se diffusent vite. Et c'est une très très bonne nouvelle, je pense. J'ai envie de dire sur la question du changement climatique, c'est un peu la seule bonne nouvelle qu'on ait eue depuis les années 70, quoi. Le problème, malgré tout, c'est que le panneau solaire n'est pas entièrement décarboné. Je crois que ça, c'est important. Ce n'est pas tant la production du panneau solaire qui pose problème que le fait que ça fonctionne en synergie avec les fossiles. Le pays
où les panneaux solaires se développent le plus vite, c'est évidemment la Chine. Une partie de ces panneaux solaires sont utilisés dans des immenses parcs énergétiques à l'ouest du pays, donc dans des zones très peu peuplées. Donc c'est des panneaux solaires et des éoliennes qu'on met ensemble. Sauf que ce qui coûte cher, c'est pas tant installer les panneaux solaires qu'aller construire tout le raccordement qui amène l'électricité à l'est, là où il y a la population, la demande. Et donc pour rentabiliser ces coûts d'infrastructure qui sont considérables, ils exploitent aussi du charbon de surface bon marché, et ça permet évidemment de lisser la variabilité des panneaux solaires. Il y a des articles qui sortent là-dessus, écrits par des experts chinois qui ne sont pas du tout anti-renouvelables. Ce n'est pas du tout ça la question. Ils essayent de gérer au mieux leur système électrique. Ils estiment que de 30 à 40% des panneaux solaires sont bundled, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais liés en fait à un développement de nouvelles centrales thermiques au charbon. C'est pour ça qu'en fait, vous avez à la fois en Chine une explosion du solaire et malgré tout la construction de centrales à charbon. Ça a été longtemps le cas avec les éoliennes et le gaz, en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des effets de synergie qu'il faut prendre en compte. Pour moi, ce n'est pas rédhibitoire sur les renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du nucléaire, parce que de fait, le nucléaire est beaucoup trop lent à déployer, sans compter qu'il y a d'autres problèmes. Mais ça veut simplement dire qu'il faut faire preuve de réalisme sur ce qu'on va être capable de faire. Et en gros, c'est moi, c'est RTE qui montrait ça dans son rapport d'il y a 2 ans. Ça coûte quand même très cher d'avoir un système renouvelable avec un backup hydrogène Serra. Là, on est plutôt dans des promesses technologiques que dans des choses réelles. Il est probable qu'un système renouvelable soit lié effectivement avec un petit peu de gaz quand vraiment il y a 15 jours ou 3 semaines, il n'y a absolument rien qui marche. Mais il faut le prendre en compte, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout une critique de renouvelable que de dire ça, quoi. C'est qu'il faut faire preuve de réalisme et de modestie sur ce qu'on peut faire et pas faire. Mais une fois encore, je pense que les panneaux solaires, effectivement, c'est la vraie grande technologie qui se diffuse vite, facilement, sans avoir des coûts gigantesques et puis des besoins d'ingénierie colossaux. Le problème des centrales nucléaires, c'est qu'à chaque fois, elles sont uniques, c'est des travaux d'ingénierie civile considérables, et donc ça coûte forcément cher, quoi. C'est un peu ça la difficulté. Alors, on va changer de registre. On dit souvent que le réchauffement climatique, c'est plus une tragédie de l'abondance énergétique que de la rareté. Et on sait tous que dans cette salle, que le premier levier, et peut-être même le seul levier à notre disposition à court terme, compte tenu du temps qui nous reste, c'est la fameuse sobriété, qui ne doit pas être subie, qui doit être choisie, bon. Et, mais, voilà, le problème de la compatibilité de cette sobriété, ça va requérir en fait des choix politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire décroître? Qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut stabiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire croître? Et cette histoire du PIB qui reste l'alpha et l'oméga des politiques du monde entier, des politiciens surtout. Alors, en tant qu'historien, on a la notion de PIB, c'est assez récent. Je crois que ça date de 1933. C'est quelque chose. Comment, dans le passé, si c'est possible de remonter un peu plus loin, dans le passé, comment l'énergie a-t-elle été un vecteur de développement des civilisations? Est-ce que tu as un retour d'expérience sur le fait que on a pu se développer sans augmentation de la consommation d'énergie, ou est-ce que c'est un leurre? Est-ce que finalement l'amélioration du pouvoir d'achat, l'amélioration de nos niveaux de vie est forcément liée à une augmentation croissante de la production, de la consommation d'énergie? Alors, je vais répondre un peu en décalé par rapport déjà à ce que l'inventeur lui-même du PNB disait de son indicateur. Donc, c'est Simon Kuznets, qui est un économiste qui travaille aux États-Unis, en tout cas, américain, qui a surtout un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale. Le PNB sert à doser comme il faut l'effort de guerre sans trop saper, j'ai envie de dire, les bases de l'économie civile. Ça sert à faire ce genre de réglage. Et Simon Kuznets, après la guerre, organise une conférence avec d'autres statisticiens du monde entier. Et en fait, ils savent très bien que le PNB est un indicateur vicié. Ils le disent très clairement. Ils disent on ne peut absolument pas comparer déjà 2 pays qui sont dans des stades différents de développement. À partir de le PNB, ça n'a aucun sens, puisque dans les pays plus riches, beaucoup de services qui sont réalisés gratuitement dans les pays pauvres passent par le marché, et donc ça fait une sorte
de surestimation du PNB, mais qui est artificielle en fait. Et puis ils disent par exemple le pétrole. Est-ce qu'il faut le compter en plus ou en moins? Pas évident, parce que à la fois c'est une valeur et en même temps on sait très bien que c'est un stock qu'on est en train d'épuiser. Donc est-ce qu'il faut mettre en plus ou en moins? Ils disent on l'a mis en plus par pure convention en disant au fur et à mesure qu'on en extrait, on fait des nouvelles découvertes. Mais c'est une pure convention. Voilà. Et puis comme ils avaient de l'humour, ils disaient il faut enlever du PNB tous les maux de la civilisation. C'est l'expression qu'ils emploient. Donc ils disent les accidents de la route, mais ils disent la publicité aussi. Intéressant. Et ils disent aussi le travail des statisticiens, ce que je trouvais assez rigolo. Ils se mettaient eux-mêmes en PNB négatif. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette obsession et le débat qui n'a pas grand intérêt selon moi à propos du découplage, qui est un peu le sens de ta question, le découplage entre PNB et émissions de CO2. Ça, c'est important quand même que tu répondes, parce que partout, on entend ça. Oui. Alors, il faut dire que, bien sûr que le découplage existe. Évidemment, c'est massif. Ça existe depuis très, très, très longtemps même. En Angleterre, depuis la fin du 19e siècle, l'intensité carbone de l'économie diminue. Parce que les machines progressent, heureusement, j'ai envie de dire. Depuis les années 1980 à l'échelle mondiale, l'intensité carbone de l'économie a été divisée par 2. On va dire c'est génial, il suffit de continuer comme ça d'une certaine manière, c'est bon. Sauf qu'en fait, évidemment, ces statistiques-là sont beaucoup trop grossières pour comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde matériel. Dans le monde matériel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même de plus en plus de tracteurs à l'échelle mondiale. Donc l'agriculture est plus intense en carbone, elle n'est pas moins intense en carbone. On utilise de plus en plus d'engrais. Si on prend le bâtiment, massivement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'urbanisation des pays pauvres? On a mis en rencard des matières constructives qui n'étaient pas émettrices, genre la terre crue, le bambou, qui a logé des milliards de personnes, en fait, le bambou, colossal, en fait, dans toute la zone tropicale. Et on remplace ça par du béton, qui, lui, est émetteur de CO2. Donc, évidemment que, en fait, l'économie matérielle, elle est complètement ancrée dans le carbone. L'autre point, c'est la globalisation. Ça a fait des chaînes logistiques de plus en plus titanesques, qui, n'importe quel produit passe dans plein d'entreprises différentes éparpillées sur la planète, enfin, n'importe quel produit un peu complexe. Et tout ça, ça dépend évidemment du pétrole. Donc, cette idée oui, statistiquement, il y a un découplage, mais ça n'empêche pas que les fossiles sont hyper importantes, et même plus importantes maintenant, d'une certaine manière, qu'elle l'était par rapport à 1980 à l'échelle mondiale. Parce que ça veut dire qu'il y a un découplage en intensité, mais il n'y a pas un découplage en volume. Et peut-être que tu expliques souvent ça aussi dans tes conférences, c'est la part relative de chacune des sources énergétiques et l'absolu. Est-ce que tu peux rappeler quand même cette évidence? Ça, je pense, dans la salle, tout le monde comprend bien qu'en fait, si on parle de transition, c'est qu'on a regardé les mix énergétiques en relatif. Voilà. Et ça, c'est vraiment... je raconte d'où ça vient, cette vision relative des choses. Ça remonte aux années 70 aussi. Si vous mettez tout en relatif et vous mettez le bois, alors vous avez des impressions de belles transitions, avec le bois qui disparaît, le charbon qui augmente, le charbon qui commence à diminuer, le pétrole qui augmente. Manque de peau, tout commence à se détraquer après le choc pétrolier, où le charbon repart en hausse et le pétrole diminue un peu. Mais c'est cette vision relative qui fait qu'on s'est mis à parler de transition. La manière classique de regarder la dynamique énergétique, jusqu'aux années 70, en fait, c'était plutôt regarder les choses en valeur absolue. Et là, on voit que tout augmente, ou il y a des choses qui stagnent, puis ça remonte après. En tout cas, on n'a plus du tout cette vision dynamique et de grande transition. Ça, c'est important, effectivement. Alors, j'ai essayé de t'énerver un peu, parce que tu es quelqu'un de très calme. Mais quand on te pose la question sur ce qu'on pourrait faire, pas de solution, mais ce qu'on pourrait faire, alors bien sûr, la plupart des acteurs économiques cherchent des trucs très compliqués pour faire advenir cette transition qui n'existe pas, des technologies qui ne sont pas toujours matures, qui nécessitent beaucoup de matières premières, donc on va en reparler aussi, alors qu'il y a des choses simples, comme tu le dis souvent, qu'on ne fait pas. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de choses simples qui pourraient vraiment nous aider à... Alors, tu as parlé un petit peu du bâtiment tout à l'heure, de les isoler mieux, ça nous arrangerait, nous. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire et qui permettraient quand même déjà de commencer à agir vraiment? Alors, quand je dis les choses compliquées, effectivement, ce qui me frappe, c'est quand même l'importance donnée, y compris chez les experts, sur notre capacité, la confiance qu'il y a à décarboner des choses qui vraiment dépendent fondamentalement du carbone, naissent du carbone et sont encore complètement les deux pieds dans le carbone. Moi, c'est ça qui me frappe. Je pense à l'acier, par exemple.
très compliqué, à mon avis, de décarboner l'acier. Et il faut... L'hydrogène. Voilà, donc à chaque fois, c'est l'hydrogène, mais les rendements sont vraiment très, très mauvais. Dans le livre, j'ai fait des petits calculs de Quantable, mais que j'ai fait relire par des collègues de l'AIE, sur combien il faudrait en fait, d'électricité pour décarboner, simplement. En gros, pour faire de l'acier à partir de minerais de fer, il faut de l'hydrogène pour réduire le minerai de fer. On peut faire de l'hydrogène à partir d'électrolyse. Rien que pour ça, il faudrait un peu plus d'électricité que tous les États-Unis. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup d'électricité. Voilà. Et puis ça, c'est juste l'acier. Après, il y aura les engrais, il y aura d'autres choses pour faire l'hydrogène. D'autres choses où on aura besoin d'hydrogène. Bon. Pour l'instant, on ne va pas parler d'hydrogène, ça n'a pas grand intérêt. En fait. Pour l'instant, l'essentiel de l'hydrogène, c'est d'abord dans les raffineries pétrolières qu'on l'utilise, et pour les engrais, et ça vient du gaz naturel. Voilà. Donc, de fait, quand on parle d'hydrogène, on parle vraiment de fantôme encore. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment de plan sur la comète, et je crois que c'est important d'avoir ça en tête et pas de ne pas rêver là-dessus. Les entreprises sidérurgiques de pointe, genre Hybrid en Suède, ils annoncent quelques millions de tonnes d'acier à hydrogène à horizon 2040, ce qui serait déjà pas mal. On produit 1,7 milliard de tonnes. Là, c'est le problème du temps de diffusion. Et combien de temps ça prendrait pour que toute la sidérurgie mondiale passe à l'hydrogène? À mon avis, ça va prendre très très longtemps. Et l'acier, c'est quand même 8% des émissions, donc ça commence à peser. On pourra parler du ciment, pareil, encore 7%. Il y a les engrais, 5% si on prend le protoxyde, etc. Donc, en gros, moi j'ai l'impression que ce qu'il faut faire déjà, c'est arrêter de fantasmer sur ces choses technologiques très compliquées à faire. La bonne nouvelle, une fois encore, c'est les renouvelables. Donc là où on peut agir, c'est sur l'électricité, mais l'électricité, c'est 40% des émissions. Voilà. Donc ça, je pense qu'à terme, on pourrait arriver quasiment à s'en débarrasser, ce qui serait un grand succès d'une certaine manière. Attention, l'effet rebond. Avec le problème de l'effet rebond, qui va arriver à écraser, évidemment, ce qui est encore un autre problème. Mais voilà, je pense que la première chose à faire, c'est d'arrêter de fantasmer sur les technologies. Je pense sincèrement que c'est vraiment la chose la plus importante. Quand on partira du principe que d'ici 25 ans, il n'y aura pas de très grande transformation technologique, que ce dont on aura accès, c'est à peu près les technos qu'on a maintenant, on sera obligé de poser la question de la sobriété beaucoup plus sérieusement. Donc ça, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de faire ce point-là. Alors dans le groupe 3 du GIEC encore, on commence à voir le terme sobriété. Ça apparaît quelques dizaines de fois, je crois, dans le... Un peu plus quand même, 200 et quelques fois. 200 fois. Mais transition, c'est 2000. Voilà, 2900 fois pour transition. Et, voilà. Et tu appelles de tes voeux, toi, qu'on se lance dans des études académiques sur le fameux mot épouvantail, qui est la décroissance. Quel est ton point de vue là-dessus? C'est-à-dire, ce qui me frappe, c'est qu'il ait fallu attendre 30 ans pour que, enfin, les experts modélisateurs qui font CCR net zéro commencent à inclure des modèles de décroissance. C'est en mars dernier que, pour la première fois, il y a eu un scénario de modélisation intégrée, en gros ce qui fait le cœur du rapport du groupe 3, où ils ont appliqué, avec ces modèles-là, une hypothèse de décroissance pour l'Australie. L'Australie, un pays très développé, a priori, on pourrait imaginer un peu une réduction de leur économie, ce ne serait pas absolument une catastrophe. Et bien évidemment, la grande découverte de cet article-là, c'est que c'est plus simple. Alors les renouvelables doivent quand même beaucoup croître, mais un peu moins qu'avec une croissance de 3% par an. Ce qui est intéressant, c'est surtout sur la biomasse. Il y a besoin de beaucoup moins de biomasse parce qu'il y a besoin de moins de stockage de carbone, de carbon dioxide removal et de BECS, etc. Donc, c'est assez évident d'une certaine manière. Après, cet article-là, c'est encore très, très macro. C'est-à-dire, en fait, il regarde la décroissance simplement du PNB par tranche de tant de pourcents en moins. Ce qu'il faut, c'est regarder évidemment secteur par secteur. Et là, on commencerait vraiment à avoir des choses intéressantes. Et donc, c'est vraiment un travail d'économiste. Moi, je suis incapable de faire ça. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe si dans les pays riches, on se dit, on a assez de routes? On arrête vraiment de construire des routes. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on arrête aussi de construire des nouvelles maisons et des nouveaux bâtiments, on les rénove, on part du stock existant. Qu'est-ce qui se passe pour l'économie? Est-ce que c'est vraiment la catastrophe complète? Est-ce que le PNB s'effondre? Ça se trouve peut-être pas, parce que l'économie est capable de rebondir sur d'autres secteurs, etc. Mais ça, ce genre de discussion, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on l'a eu, en fait, par le passé. Dans les années 70, la question du choc pétrolier a vraiment fait paniquer les élites économiques, en particulier aux États-Unis. Et elles ont réagi de manière beaucoup plus forte, en se remettant beaucoup plus en cause que la question du changement climatique. Là, il y a vraiment une différence impressionnante. Vous lisez la lettre de Siko Mansholt, un commissaire européen. C'est extraordinaire. On a un programme décroissant
qui est proposé à l'Union européenne. Jimmy Carter fait des grands discours décroissants en 1977 à la télévision. Et par exemple, la Fondation Ford, en 1974, elle fait un rapport vraiment passionnant en disant bon, ne fantasmez pas, il n'y aura pas de grande bascule technologique, c'est pas comme ça que ça marche. Regardez le nucléaire, on le subventionne depuis les années 50, ça occupe qu'une part marginale au fond du mix énergétique américain, donc c'est pas comme ça que fonctionnent les dynamiques énergétiques. Donc la chose clé, c'est de faire basculer l'économie vers des secteurs beaucoup moins intenses en pétrole. Et donc plutôt qu'avoir de la consommation de biens matériels, de la consommation de biens culturels, de santé, d'éducation, serviciel, de biens collectifs. Donc voilà, il y avait des vraies réflexions. Et pour faire ça, c'est la taxe. Hein. En gros, l'instrument qu'il proposait, c'était de taxer les fossiles. Mais il disait déjà, oula, le problème, c'est que les foyers modestes dépensent une part plus importante de leurs revenus dans l'énergie. Donc il va falloir compenser ça. Mais tout ça était déjà réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire, on réinvente l'eau tiède, en fait, hein, quand on parle de tout ça. Voilà. Donc, c'est effectivement ce genre de discussion qu'il faudrait avoir, mais le problème, c'est que c'est des discussions qui fâchent. C'est ça la question, c'est qu'en fait, si on se dit qu'on va produire moins de biens, la question centrale, ça devient la répartition de ces biens et de ces services. Alors, la question, c'est cette dématérialisation de l'économie, parce qu'en fait, comme dirait Jean-Co, l'économie, hein, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie. Est-ce que ça peut être compensé par du service? Est-ce que, historiquement, ça aussi, est-ce qu'il y a des retours d'expérience qui disent voilà, on a fabriqué moins et pourtant les niveaux de vie sont restés un peu équivalents. Est-ce qu'il y a des pays qui ont eu des transitions forcées, par exemple, et qui ont pu maintenir leur niveau de vie en basculant d'une économie matérielle à une économie de l'usage? Alors, je pense que, déjà, avant de partir dans des exemples historiques, il y a des comparaisons géographiques à faire. Regardez le mode de vie européen versus le mode de vie américain. Je crois qu'en Europe, on doit émettre quasiment 2 fois moins par habitant qu'aux États-Unis, avec des niveaux de vie qui sont quand même relativement semblables. Et pour certains domaines, on vit sans doute mieux en Europe. Donc je crois qu'il faut... Voilà, il y a déjà cet argument massif de dire, passer à un certain niveau de PNB, c'est sûr que la consommation énergétique n'apporte plus rien d'utile. Voilà, vraiment. Jean Gadrel avait modélisé sur la corrélation qu'il y avait entre le PIB et le bien-être subjectif, et même le PIB et l'espérance de vie d'ailleurs. Au-delà d'un certain niveau, il n'y avait plus de corrélation. Oui, l'espérance de vie aux États-Unis même diminue, en partie à cause des fossiles d'ailleurs. Alors, donc ça c'est le premier point. Pour les questions, enfin les références historiques, objectivement l'histoire, à mon avis, n'est pas un réservoir d'exemples pour le présent et le futur. Ça, c'est pourtant bien, hein, quand on est historien, de dire « Ah, lisez-nous », etc. Mais sincèrement, je crois que ce n'est pas la bonne approche. Ce qu'on a à faire est absolument inouï. Et toutes les comparaisons, les analogues que je pourrais vous donner vont sembler ridicules. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le rationnement. Alors, en Europe, en France en particulier, évidemment, ça a très mauvaise presse, on comprend pourquoi, vu que ça a surtout servi à alimenter l'effort de guerre nazi. Mais en Angleterre, aux États-Unis, il y a une vision plus positive du rationnement. Donc, on a des travaux d'historiens là-dessus. Ça a donné des choses intéressantes. Par exemple, pour l'Angleterre, Lizzie Collingham a montré que les classes populaires étaient mieux nourries pendant la guerre qu'avant. Parce que grâce au rationnement, elles avaient accès à des fruits et des légumes. Alors, c'était poireaux, carottes, navets, hein, ce n'était pas des choses extraordinaires, mais en tout cas, ils avaient accès à ce truc minimal. Aux États-Unis, on rationne la consommation d'essence pour en envoyer plus sur le front. Hein. Ce n'est pas du tout une décroissance, en fait. Mais bon, mais c'est drastique. Hein. Ça divise par 2 en quelques mois la consommation d'essence domestique. L'économie ne s'est pas effondrée. Donc c'est sûr que, enfin, on serait un peu sérieux, on pourrait imaginer des choses assez radicales sans avoir un effondrement économique. Ça, j'en suis assez convaincu. Oui. Alors, dans une de tes interviews également, tu dis, bon, admettons qu'il n'y arrive pas à faire cette transition malgré les panneaux solaires, parce que voilà, ça ne suffira pas. Qu'est-ce qu'on va avoir comme marge de manœuvre à partir de 2035-2040 lorsqu'on sera arrivé à 470 ou 80 ppm de CO2 ? Tu oses parler de géo-ingénierie ? Tu peux nous en parler un peu ? Alors, avant de parler de géo-ingénierie, je voudrais parler d'un thème qui est, à mon avis, absolument clé pour comprendre pourquoi on n'a rien fait depuis la fin des années 70, où on sait qu'il y a un problème de changement climatique. C'est le thème de l'adaptation. Je crois que c'est vraiment le thème clé. Et ça, c'est un peu une surprise quand j'ai commencé à travailler sur ces questions. C'est de voir à quel point, en fait, la question du changement climatique a été très tôt pensée comme une question essentiellement d'adaptation. Aux États-Unis,
dès 1976. Il y a un rapport qui s'appelle « Living with Climate Change ». En gros, la question de l'effet de serre, oui, ça existe. La question clé, c'est est-ce qu'on peut prospérer avec du changement climatique ? Dans ce rapport-là, il y a des trucs ahurissants de prévoyance. Ils disent, voilà, un des trucs qui va coûter cher aux États-Unis, c'est la rétractation des sols argileux. Parce que ça fragilise les fondations des maisons. 1976. Moi, j'étais pas né, et ce truc-là, j'ai dû en entendre parler il y a moins de 10 ans, en tout cas, de la rétractation des sols argileux. Et en fait, vraiment, dès la fin des années 70, aux États-Unis, à l'Académie américaine des sciences, on a des modèles énergétiques globaux. Et ces modèles montrent que les émissions de CO2 vont continuer de croître encore au XXIe siècle. En outre, il y a l'énorme croissance de la Chine, en cours et prévisible. Donc ils savent que le changement climatique aura lieu, et la question clé, c'est est-ce que c'est grave pour les États-Unis ? Et ils se convainquent eux-mêmes que plus 3 degrés pour les États-Unis, ça va. Parce que en fait, les États-Unis sont un très grand pays. Le secteur qui sera le plus impacté, ce sera l'agriculture, mais on pourra toujours relocaliser les productions agricoles. C'est un moment où la technologie à la mode, c'est les OGM, et donc on fera des nouvelles semences qui sont résistantes à toutes les sécheresses possibles, etc. Donc il y a vraiment une très forte confiance dans la capacité des États-Unis à s'adapter à un monde à plus 3 degrés. En Europe, j'ai trouvé des débats équivalents en Angleterre. En 1989, Margaret Thatcher convoque ses ministres en disant qu'est-ce qu'on peut faire sur le changement climatique ? Et chacun des ministres dit, vous savez, Madame la Première ministre, on ne peut pas faire grand-chose. Le ministre de l'Agriculture, il dit, on pourrait émettre moins, mais ça serait mauvais pour notre compétitivité agricole. Le ministre des Transports, il dit, on pourrait développer les transports en commun, mais ce n'est pas dit qu'il y ait du report modal. Et le ministre de l'Énergie dit, vous savez, dans tous les cas, nous, pour l'instant, c'est 3% des émissions. Bientôt, on pèsera même moins que 1%. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Ça ne dépend pas de nous. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est espérer qu'on va s'adapter. Donc, vraiment, la confiance dans l'adaptation, à mon avis, a joué un rôle clé dans la procrastination, dans le fait qu'il ne s'est pas passé tant de choses que ça depuis 40 ans. Alors, la question de la géo-ingénierie, est-ce que c'est, si vous voulez, la nouvelle forme de procrastination des élites technosolutionnistes du genre il y a un plan B? Je ne sais pas. Objectivement, je ne sais pas. Je me suis renseigné, j'ai lu des livres pour, contre, etc. Je pense que c'est extraordinairement dangereux. On commence à toucher à des choses, l'équilibre du climat, etc. Enfin, et puis, si on améliore le climat à cet endroit, est-ce que ça n'a pas d'autres effets sur d'autres endroits? Quelle gouvernance pour ça, etc. On rentre vraiment dans des, à mon avis, même dans des questions philosophiques qui deviennent assez difficiles, éthiques à résoudre, quoi. Dans qui va décider du bon climat mondial. Voilà, donc j'ai peur que ça soit simplement encore un truc de procrastination pour continuer comme avant. D'ailleurs, les anciens climato-sceptiques deviennent souvent pro-géo-ingénierie maintenant. On voit qu'il y a des... Ou alors des technosolutionnistes forcenés qui nous parlaient de fusion nucléaire, maintenant commencent à parler de géo-ingénierie. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça commence à être pris au sérieux dans le monde scientifique. Ce qui n'était pas le cas au début. Moi, je m'intéresse à ces questions depuis, mettons, un peu moins de 20 ans. Ça semblait aberrant il y a 20 ans. Puis peu à peu, ça se diffuse. Et maintenant, pour le cas de l'Angleterre, il y a beaucoup d'argent public qui part dans des programmes sur il faut modéliser les effets de la géo-ingénierie. Voilà, donc c'est en train quand même un peu de se normaliser. Et ça c'est... Enfin, je veux dire, après, on peut se poser la question en tant qu'historien. La géo-ingénierie, ça nous paraît choquant maintenant. Mais au fond, est-ce qu'on n'a pas fait déjà des choses extraordinairement choquantes sur l'environnement? C'est vrai, sérieusement. C'est-à-dire les pesticides, par exemple. Dans les années 50, les vendeurs de pesticides se vantaient, il y avait des panneaux au bord des routes dans certains États américains en disant « No flies in Iowa, ou Idaho », ou je ne sais pas quoi. On voulait faire ça, quoi. Voilà, on disait on va éradiquer entièrement les mouches, quoi, et les insectes en général, en fait. Hein. Voilà, donc, et puis, je ne sais pas, regardez, oui, l'agriculture chimique, c'est quand même une transformation vraiment massive de tous les sols, de toutes les... Voilà, donc franchement, c'est difficile de dire, en tout cas, historien... Donc on n'est pas complètement à l'abri de ce genre de folie, surtout, voilà, hélas. Alors, il y a des questions, il y a pas mal de questions dans le chat, là, et dont une qui a été la plus likée, donc démocratie oblige, hein, tant qu'on en est en démocratie.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier là où les controverses qui vous opposent, alors je ne suis pas sûr que ça vous oppose, que ça t'oppose toi, hein, au GIEC concernant cette histoire de solutions. Alors parce que François Gémen dit qu'il y a plein de solutions. Alors, moi, vraiment, je vous invite à lire ces rapports. C'est des gros trucs de 2900 pages, mais en fait, les 2900 pages se comprennent bien. Autant le résumé pour décideurs, c'est incompréhensible parce que tout a été retravaillé par les représentants des gouvernements, autant les rapports techniques, enfin, le truc de base se comprend tout à fait. Regardez la quantité d'émissions négatives qui sont maintenant nécessaires. Il suffit de voir ça, en fait. En gros, maintenant, pour ne pas dépasser les 2 degrés en 2100, il faudrait qu'on stocke, dans le dernier rapport, entre 170 et 900 gigatonnes de CO2. Ça veut dire plusieurs gigatonnes ou dizaines de gigatonnes par an. Donc il faut bien expliquer qu'il ne faut pas simplement atténuer, mais il faut aussi aller chercher le carbone et le stocker. Alors comment on va faire ça ? On va faire ça avec ce qu'ils appellent les BECS, Bioenergy Carbon Capture and Storage. On va faire de l'électricité avec de la biomasse, du bois, et on va récupérer le CO2 à la sortie des cheminées, on va enfouir ça sous-sol. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Rien. Déjà, même le carbone capture, enfin récupérer le CO2 à la sortie des cheminées, c'est très compliqué, très polluant, très énergivore. Ça nécessite plein de produits chimiques dérivés de l'ammoniac qui sont bien dégueulasses et bien polluants. Bon. Et en outre, les quantités de bois qu'il faudrait pour faire ça à la bonne échelle, tesque. Là, tu peux donner la production mondiale de bois actuelle, c'est 4 milliards de tonnes, 4 gigatonnes. Et là, il faudrait faire plusieurs fois la production mondiale de bois qu'on va transformer en électricité, récupérer sous-sol, stocker, c'est n'importe quoi. Tu parles de la surface de l'Inde, je crois. Alors non, c'est pire que ça. Alors pas dans ce rapport-là, dans le dernier, ils avaient mis vraiment des quantités faramineuses, ça avait été très critiqué, donc ils ont un petit peu réduit la voilure, mais pas tant que ça. Dans le rapport précédent, à un moment, il y avait des trucs, c'était 3 fois la surface de l'Inde en plantation forestière dédiée au BECS. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et mine de rien, pareil, moi je me suis amusé à faire ces trucs de nombre d'occurrences. C'est une manière d'objectiver la chose. Je ne peux pas vous montrer le graphe parce que, en gros, BECS et CDA, ça devient parmi les termes qu'on retrouve le plus souvent maintenant dans les rapports. Et sobriété est tout à fait ridicule par rapport à BECS. Moi, ça me pose une question sur c'est quoi la nature de ce rapport. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous donne juste une anecdote. Moi, je suis historien du 19e. Le seul auteur du 19e cité que j'ai vu, c'est Jules Verne. Voilà. Bien joué. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les poser. Une, tu as peut-être un peu esquivé tout à l'heure, mais je vais quand même te la reposer parce que je suis désolé, elle est très likée. C'est est-ce qu'il y a une référence historique d'une décroissance organisée ? Subie. Subie, oui. Subie, on a des exemples pleins. Pendant les guerres, après les guerres, en cas de crise économique. Un exemple célèbre, c'est le cas de Cuba après la chute de l'Union soviétique, où ils étaient approvisionnés en pétrole bon marché du RSS et ils doivent faire sans soudainement. Et donc, ils sont obligés effectivement de profondément réorganiser leur économie, faire de l'agriculture sans engrais. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne analogie par rapport à ce qu'on vit. Ce n'est pas du tout comparable. Et ça a eu des impacts massifs dans leur corps. Entre 1992 et 2002, on appelle ça la période spéciale. La période spéciale. Ils ont perdu 5 kilos en moyenne. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est vraiment violent, quoi. C'est peut-être pas mauvais pour leur santé, ça. Je sais pas. Ouais. Bon, je sais pas. Il paraît que les Hollandais, depuis qu'ils font plus de vélo, ils ont perdu un peu de poids et que ça fait baisser le nombre d'infarctus. Bon, vive le vélo. Alors, si, encore une question qui est assez récurrente aussi, l'histoire des ressources minières, parce qu'on finalement, on parle beaucoup de cône carbone. Tout le monde parle de carbone dans les entreprises, il faut décarboner. Mais on sait aussi que, tu parlais des panneaux solaires, mais on peut parler aussi des éoliennes. Ça consomme, on sait que la densité énergétique des fossiles est extraordinaire par rapport à la densité énergétique des énergies renouvelables, et qu'il n'y a pas un risque de déporter finalement le problème carbone vers le problème des ressources minérales qui va être nécessaire pour fabriquer toutes ces infrastructures, parce qu'on sait très bien que les panneaux solaires, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il n'y a pas que le problème du panneau, il y a aussi le problème des raccordements, des câbles, etc. Et est-ce qu'il y aura assez de ressources minières, et notamment de cuivre, de nickel, pour pouvoir faire advenir en fait cette électricité, comme tu parles de 40% des émissions qui sont liées à l'électricité,
ne serait-ce que ce module-là, si j'ose dire. Est-ce qu'on aura assez de métaux, tout simplement? Moi, je ne suis pas expert de ça. De ce que j'ai compris en lisant des rapports de l'AIE et d'autres sources, 3 petites choses. Premièrement, ce qui pèse vraiment très lourd, c'est pas tant la production d'électricité que toutes les machines qui vont la consommer. Donc la question, c'est pas tant les panneaux solaires et éoliennes que les voitures électriques. C'est là où il y a l'essentiel en fait des métaux. Donc la question qu'on doit se poser, c'est effectivement la place de la voiture, la taille de la voiture, le poids de la voiture, le nombre de voitures. Ça doit être des questions qu'il faut vraiment qu'on arrive à poser politiquement. C'est sûr qu'imaginer 1,7 milliard de voitures électriques, ça va être très très polluant. C'est mieux, je pense que c'est mieux que les voitures à essence, c'est pas la question. Mais de fait, c'est quand même très polluant et ça émet aussi du CO2 que de produire des voitures électriques. Deuxième truc que je voulais dire, c'est sans doute pas un problème de ressources. Ça, c'est un truc archi classique dans l'histoire de la géologie. C'est les alertes sur les manques de ressources. Qu'est-ce que ça sert? Ça sert à galvaniser le capitalisme minier. Ça sert à faire en sorte, investissez chez nous parce qu'on est des goulets d'étranglement. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est un truc classique. On a toujours pensé qu'on allait manquer de quelque chose et puis à chaque fois, on trouve une solution, on investit ailleurs, on investit plus, etc. Je ne pense pas que ça soit une limite. La question, c'est combien de pollution on veut pour faire tout ça, quoi. Le troisième point, et je fais référence à un livre intéressant de Célia Izoard sur les métaux dans la transition. C'est assez intéressant de voir à quel point ce thème de il nous faut des métaux pour faire la transition est un thème nouveau qui émerge après l'accord de Paris. Dans les années 2000, il y a tout plein de rapports déjà sur l'Europe, Europe et Amérique, en disant qu'il faut assurer une souveraineté métallique. La question clé, c'est qu'il nous faut des métaux pour notre industrie, notre aéronautique, notre armement, etc., notre électronique. Et on voit que la Chine commence à devenir une grosse puissance minière. Et puis après 2015, exactement les mêmes rapports faits par les mêmes entreprises pour les mêmes métaux, ça devient il nous faut des métaux pour faire la transition. Donc il faut se méfier, à mon avis, de ce thème des métaux pour la transition. Quand on voit d'où ça vient, c'est assez intéressant. Ça vient de l'industrie minière, en fait, qui sert c'est génial. Vous êtes une entreprise minière. De fait, ça pollue. Enfin, je veux dire, c'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça, quoi. Extraire des métaux, c'est très polluant, donc c'est toujours très critiqué. D'un seul coup, vous devenez une entreprise de la transition. C'est merveilleux, quand même, cette affaire. Les sauveurs. Bon, on arrive au terme de cette conférence. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point de vue optimiste à ton propos? Une anecdote historique qui montre un peu peut-être le rôle potentiel de la démocratie dans ces questions. C'est le cas du début de la voiture en Suisse, début de l'automobile en Suisse. En 1910, le canton des Grisons, qui est un canton à l'est de la Suisse, interdit la voiture individuelle. Parce que la voiture, c'était d'abord un luxe pour une petite partie de la population, ça abîmait les routes, ça faisait des accidents et ça faisait de la concurrence à une compagnie nationale des chemins de fer. Par 10 fois, l'Automobile Club Suisse essaye de casser cette interdiction en faisant une votation. Et par 10 fois, les fiers habitants du canton des Grisons vont dire non, on ne veut pas de voiture individuelle. Et ce n'était pas un argument technophobe. Ce n'est pas un truc anti-progrès. Parce qu'ils étaient pour les camions. Un camion, ça rend service, manifestement, comparé à des chariots et des chevaux. C'est quand même vachement plus performant. Ils étaient pour les ambulances, les médecins avaient le droit d'avoir des voitures, etc. Ouais, donc je pense que si on avait vraiment des discussions démocratiques sérieuses sur les choix technologiques et qu'on n'était pas du tout anti-technologie, ce n'est pas la question, c'est de voir où les technologies sont vraiment utiles. Peut-être que là, on aurait quand même, je ne pense pas que ça va nous sauver des 2 degrés, hein, mais en tout cas une discussion beaucoup plus intéressante politique sur cette question de la transition. Merci Jean-Baptiste. Alors, merci de votre attention. Je voulais simplement vous dire, pour la prochaine conférence Sens et d'Action du C3D, on va parler des entreprises et des modèles d'affaires à visée régénérative. Ce sera le 28 août prochain et ce sera aussi retransmis sur LinkedIn Live, donc dans le cadre de Impact France, donc le 28 août. Vous pourrez retrouver cette conférence donc, sur mon compte LinkedIn, donc, parce que ça a été enregistré, donc vous pourrez bien sûr la diffuser en tant que de besoin à qui vous voulez. Et là maintenant, pour ceux que ça intéresse, Jean-Baptiste va dédicacer son livre à la librairie éphémère à l'entrée du campus. Donc ceux qui veulent l'acheter, vous pouvez nous suivre. Et je vous remercie très très fort et je remercie Jean-Baptiste de sa prestation.